Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième émission des Clés de l'IMO. Nous sommes ici très heureux de vous recevoir en direct depuis le Figaro Imo, sur la page Facebook du Figaro Immobilier. Alors après une semaine où on a évoqué les étapes de l'acquisition, aujourd'hui on va parler de financement, de budget, de taux de crédit, parce que les Clés de l'IMO, c'est de répondre avant tout à vos questions, c'est de vous rendre service, vous qui allez peut-être acheter une maison, un appartement, demain, dans 3 mois, dans 6 mois, on ne sait pas. En tout cas, vous vous posez plein de questions, c'est tout à fait normal. Et on va répondre ici en direct. C'est d'ailleurs le but et c'est l'émission Les Clés de l'IMO, chaque semaine, chaque vendredi de 13h à 13h30, répondre en direct à vos questions, recevoir le maximum de questions à partir du lundi et puis les diffuser et en retenir certaines qui sont en direct. Alors la semaine dernière, on avait les notaires, le notaire de Paris qui est Maître Noblinski, ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, on a une experte en financement. On est très heureux de l'avoir sur le plateau, c'est Cécile Roclor. Bonjour. Bonjour Olivier, Comment bonjour ça à va? tous. Alors Cécile, un mot quand même d'Empruntis, porte-parole d'Empruntis. Alors Empruntis, c'est un courtier digital ou en agence qui va vous permettre de trouver les meilleures conditions de financement et de faire le tour des banques en un seul rendez-vous. D'accord, parfait, c'est très clair. Donc à partir de maintenant, l'émission démarre. On va commencer par la première question. Question de Sandrine de Stein. Alors Sandrine, elle nous demande, je veux acheter, mais si les taux n'arrêtent pas de baisser, est-ce que j'ai intérêt à attendre la fin de l'année ou est-ce que ça va remonter ? Alors Sandrine, il est peu probable que les taux continuent à baisser. On est arrivé à des niveaux historiques. Aujourd'hui, on emprunte à des taux qui sont ceux de l'été 2016, juste avant les planchers historiques qu'on a connus. Donc aujourd'hui, Sandrine, vous bénéficiez de conditions qui sont excellentes pour votre projet. Il y a peu de chances que vous gagniez quelques centimes avant la fin de l'année. Ça ne changera rien à votre projet. Si vous avez envie d'acheter, lancez-vous, c'est le moment. Oui, alors on peut dire qu'on est quoi, 1,45-46% en moyenne, toute durée confondue. C'est ça pour les taux de crédit? Oui, avec des très grosses variations en fonction des durées, puisque par exemple, si vous empruntez sur 15 ans, vous allez pouvoir avoir des taux qui vont être en dessous du 1%. Et si vous empruntez sur 20 ans, vous allez tourner entre 1% et 1,65% en fonction de votre profil et de votre projet. Donc c'est un niveau extrêmement bas. Donc on peut dire taux sur 20 ans aujourd'hui, à combien? Entre 1% et 1,65% en fonction du profil et du projet. Très bien. On va d'ailleurs voir en image justement l'évolution. Ces taux de crédit, c'est intéressant, vous qui vous posez des questions dans le domaine. On voit cette courbe en fait, ça a baissé. Les taux ont littéralement chuté en l'espace de même depuis quelques années, ont été divisés par 5 littéralement. On était à 3,22 en 2012, on se retrouve aujourd'hui à 1,45. Donc c'est vrai que ce sont des conditions qui sont très intéressantes. Maintenant, des taux bas, ça ne veut pas dire des prix qui sont bas, des prix de l'immobilier. On sait que là, le pouvoir d'achat immobilier, il est important. Vous avez totalement raison, Olivier. C'est bien le malheur aujourd'hui de ceux qui veulent acheter. C'est qu'en tout cas, dans les grandes métropoles, les prix ont augmenté de façon tellement significative que la baisse des taux qu'on connaît, alors vous le rappeliez, depuis 2012, ça a été divisé par 5. Si on remonte encore un peu avant 2008, on était à 5% sur 15 ans et 20 ans. Donc aujourd'hui, on a des conditions qui sont historiques, mais qui peinent à compenser les augmentations des prix de l'immobilier dans les grandes métropoles. Et puis surtout, il y a une raréfaction des biens. Et là aussi, ça joue contre l'emprunteur. Donc là, en ce moment, c'est les taux bas. Il faut en profiter pour réaliser son projet. Donc des taux bas, et on va voir peut-être juste une carte pour bien avoir ce parallèle avec les prix de l'immobilier dans un contexte de marché. Voilà, on voit cette carte en fait où les prix sont quand même élevés dans la plupart des grandes villes. Près de 10 000 euros par mètre carré à Paris. On est de forte progression à Bordeaux, à Lyon. Les prix sont entre 3 500 et 4 000 euros du mètre carré pour un appartement. Et puis les villes où les prix là sont entre 2 500 et 3 000 euros du mètre carré, c'est Lille, c'est Toulouse, Marseille, Montpellier, Nantes, Rennes. Et puis il y a des villes, alors c'est intéressant, où les prix sont sous la barre quand même des 2 000 euros par mètre carré. Il faut savoir, il y a des zones quand même, des secteurs géographiques qui sont intéressants, qui sont plus abordables. C'est Angers par exemple, c'est Dijon, Amiens ou encore Nancy. Donc en fait on peut dire que attendre la fin de l'année, peut-être pas, parce que de toute façon on estime que les taux vont quand même remonter progressivement, 1,70 ? Alors, il y a toujours une probabilité pour que les taux remontent. Quand on atteint des niveaux historiques comme ça, il y a plus de potentiel à la hausse qu'à la baisse. Pour autant, aujourd'hui, les banques n'ont pas atteint leurs objectifs de crédit immobilier. C'est le seul outil pour conquérir de nouveaux clients. Et du coup, il est peu probable qu'elles augmentent leurs taux sur le dernier trimestre. Ça va être à la marge. Quelques établissements qui se diront, on a gagné assez de clients, on peut remonter un petit peu. Mais globalement, les conditions devraient être quasi identiques jusqu'à la fin de l'année. Bon, donc les conditions vont rester bonnes en matière de taux de crédit. Attention donc au prix de l'immobilier, là, qui continue de monter. Donc,
le conseil qu'on peut donner à Sandrine, je crois que c'est Sandrine Destin, il ne faut peut-être pas attendre non plus trop. Non, réaliser une estimation de sa capacité d'achat pour voir justement comment les taux vont vous permettre de réaliser votre projet et de bien chercher votre bien. Et puis ensuite, effectivement, de regarder dans quel contexte vous pouvez acheter au meilleur prix. On passe, merci Cécile, on passe à la question de Marjorie de Lyon. Alors, elle nous demande, avec mon mari, nous souhaitons acheter une maison à Bron, près de Lyon. On nous dit que ce sera difficile sans apport personnel et des fois, j'entends le contraire. Qu'est-ce qui dit vrai ? Alors, c'est moins simple d'acheter sans apport parce qu'en fait, toutes les banques n'acceptent pas de financer un projet sans apport. Donc effectivement, si vous n'avez pas d'apport, vous allez vous refermer un peu le spectre des banques que vous allez pouvoir mettre en concurrence. Mais aujourd'hui, il y a de nombreux établissements qui acceptent de financer ce type de projet du moment que l'emprunteur, que vous montrez pas de blanche, c'est-à-dire que votre projet il est bien préparé, votre gestion budgétaire elle est clean, vous n'avez pas de mouvements qui viennent dans le découvert non autorisé ou d'incidents de paiement. Et pour le coup, donc il va vous falloir trouver la banque qui va accepter effectivement de vous financer sans apport, mais ça se trouve et encore à de très bonnes conditions financières. Oui, mais alors là, Cécile, ça voudrait dire, par exemple, si on peut répondre à Marjorie, je viens sans apport personnel, ok, mais il faut au moins que j'ai un CDI. Alors clairement, le CDI, ça reste l'incontournable. Aujourd'hui, vous avez quelques possibilités. Si vous n'êtes pas en CDI, effectivement, pour trouver un financement, si vous êtes en CDD dans la fonction publique ou si vous êtes en CDD depuis plusieurs années, sans rupture dans le temps de travail, avec des revenus qui évoluent, ça va vous ouvrir quelques portes. Mais ça reste malheureusement encore aujourd'hui le sésame pour pouvoir emprunter, surtout si vous êtes seul, parce qu'en couple, il peut y en avoir un en CDI et en CDD, mais le CDI reste le point de départ. Ouais. Et donc on fait jouer la concurrence. Maintenant, combien de banques ou d'établissements financiers acceptent qu'on puisse venir et avoir un projet immobilier sans apport personnel? Alors, qu'on ait une idée. Oui, vous êtes de l'ordre du gros tiers d'établissements qui acceptent de prendre des financements sans apport. Alors, lesquels on peut dire ou pas? Ou c'est compliqué? On dit pas, ça, voilà, ça fait partie. On laisse faire le courtier parce qu'en fait, en fonction. Expert, là, comment... mais la situation va être différente en fonction de chaque emprunteur. C'est pour ça qu'on préfère ne pas mentionner d'établissement bancaire pour ne pas être déceptif. Marjorie, il faudra effectivement consulter plusieurs banques et faites-vous aider par un courtier. L'étude du dossier par le courtier est gratuite. Elle ne vous engage à rien. Donc, autant pousser la porte ou appeler un courtier digital. Ça va vous permettre de faire un point précis et on va tout de suite vous donner les orientations sur les banques qui vont être susceptibles de vous accompagner sans apport parce que certaines le font pour tous leurs clients et d'autres vont le faire sous réserve de critères, des critères de revenus ou des critères d'apport. C'est pour ça que c'est difficile de citer les banques, en l'occurrence, qui conviendraient à Marjorie, mais effectivement, il va falloir mettre en concurrence les banques pour être sûr de trouver celle qui vous proposera un financement sans apport, plus risqué pour elle, et c'est pour ça que toutes ne le font pas, et en même temps les bonnes conditions de taux. Donc faites le tour aussi des aides, tout ce qui peut donner un coup de pouce, évidemment. Faites jouer la concurrence, étudiez bien les offres qui vous sont faites, c'est important. Les différentes formules, bon, on est en fixe, évidemment, le CAPE, c'est encore à part. C'est très complexe. Allez voir sur le Figaro Immo, il y a d'excellents articles sur les taux capés, mais bon, on ne l'utilise pas tout le temps, mais ça arrive quand même. En tout cas, c'est très rare, mais privilégie les taux fixes. Demandez des simulations toujours à la banque. Choisissez bien votre garantie et pas négliger, je crois qu'on va y revenir tout à l'heure, sur l'assurance emprunteur qui a un coût très important dans le crédit. Et puis, évidemment, si ça peut vous aider, vous passez par un courtier qui, normalement, s'offre de tout. Le courtier, il est là pour « je m'occupe de tout ». Maintenant, le courtier, on dit aussi « c'est bien, mais c'est un coût supplémentaire ». Alors, pas forcément. Pas forcément, parce que vous avez des courtiers qui sont des courtiers digitaux. C'est le cas, effectivement, d'Empruntis.com, où il n'y a pas d'honoraire de mandat pour le client. Et puis, vous avez, effectivement, des modèles qui sont en agence. Donc, si vous préférez le contact physique et rencontrer quelqu'un, Marjorie, vous pouvez trouver un courtier physique qui, effectivement, va vous facturer des honoraires de mandat. Ils peuvent être intégrés dans l'assiette de financement, donc ça peut être globalement assez transparent quand même. Et puis ce qu'il faut regarder, c'est le service que ça vous apporte. Vous lui donnez les clés de votre projet et c'est lui qui s'occupe du reste. Et c'est très important, le contact physique, effectivement, absolument. Bon. Question d'Hervé, alors de Paris. Je veux acheter un appartement, un studio à Aubervilliers dans le 9. Le prêt à taux zéro est-il intéressant ? Alors oui, vraiment, c'est un vrai coup de pouce pour votre projet, le prêt à taux zéro. Il faut rentrer dans les catégories pour pouvoir y accéder. Alors typiquement, si vous achetez dans le neuf en Ile-de-France, vous pouvez bénéficier du prêt à taux zéro dans le neuf. Il va pouvoir représenter jusqu'à 40% de votre enveloppe de financement. Et comme son nom l'indique, il est sans intérêt. Donc du coup, il va baisser le coût de votre financement et il va vous permettre de compléter votre enveloppe, peut-être pour acheter une pièce de plus. Oui, on peut dire en fait juste que ce complément, ce prêt de l'État est intéressant. Alors, ça va dans les zones A et A1 bis, donc Aubervilliers en fait partie.
on peut avoir comme ça jusqu'à 40% de la somme qui est prêtée, ce qui n'est plus le cas. Quand on est en zone B2 ou en zone C, c'est les zones rurales, en fait, où là, ça ne représente que 20%, donc c'est moins intéressant. Mais typiquement pour vous, en tout cas à Aubervilliers, c'est intéressant, vous pouvez avoir jusqu'à 40% de la somme du bien. Et puis n'hésitez pas, tout ce qui est prêt complémentaire en région, c'est que certaines villes aussi font des prêts complémentaires. Il y a à Paris, il y a le prêt Paris Logement, mais il y a également à Toulouse, à Marseille avec le chèque premier logement Lorient. Et Lorient. Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. En tout cas, le prêt à taux zéro, oui, c'est un vrai coup de booster et c'est très important quand on veut acheter, quand on est primo-accédant, en tout cas dans le neuf. On peut peut-être rajouter, Olivier, qu'il y a aussi le prêt Action Logement qui peut vous accompagner dans votre projet. Et pour le coup, il faut être salarié d'une entreprise de plus de 10 salariés pour pouvoir en bénéficier. Et là aussi, c'est un petit coup de pouce à un taux plus favorable, puisqu'il sera en général en dessous des 1%. Très bien. Mina de Sèvres, merci Mina. Je souhaite changer d'assurance emprunteur, mais ma banque me déconseille en me disant que si je le fais ailleurs, j'aurai des frais de dossier supplémentaires et au final, ça me reviendra plus cher. Quelles sont les meilleures offres et où les trouver ? Alors l'assurance emprunteur, Mina, c'est vraiment lié à votre situation personnelle. Donc la meilleure assurance emprunteur pour vous ne sera pas forcément la même que pour Olivier ou pour moi. Donc ça va être difficile de vous donner là où vous allez trouver la bonne assurance, puisque l'assurance, elle est liée à votre situation médicale, à votre âge et à votre financement. Donc ça crée quelques contraintes qu'il faut regarder au cas par cas. Après, votre banque vous dit de ne pas changer d'assurance emprunteur. C'est normal, son souhait, c'est de vous garder en totalité, de conserver avec vous la totalité de la relation sur le crédit et sur l'assurance. Surtout que pour elle, la rentabilité du crédit, c'est surtout l'assurance emprunteur. Donc c'est normal qu'elle soit attentive à votre position sur le sujet. Pour autant, vous pouvez tout à fait, là aussi, soit faire de vous-même, soit consulter un courtier pour pouvoir faire un comparatif des offres qui vous correspondraient et donc avoir une idée du tarif. Et vous saurez comme ça si effectivement ça vaut le coup ou ça ne vaut pas le coup de changer d'assurance emprunteur. Oui, on peut rappeler que c'est depuis le 1er janvier 2018 que tous les emprunteurs peuvent changer chaque année maintenant, ça y est, l'assurance de leur crédit. En résiliant donc le contrat avec votre banque, vous pouvez réaliser plusieurs milliers d'euros d'économies, c'est quand même intéressant. Donc 3 conseils, faites jouer la concurrence, résistez à la pression de votre banquier qui il veut pas que vous partiez votre banquier. Faites des simulations en ligne, effectivement, Cécile, vous le disiez, en moins de 10 minutes, vous pouvez obtenir un tarif très précis sur des sites de comparateurs d'assurance. On peut les citer, il y a les Furets, le Lynx, Assurland, ou alors des courtiers en assurance comme April, Zenap, Réassurez-moi, qui ont accès à une multitude de contrats. Voilà, on va passer à la question suivante. C'est Hélène de Brest. J'ai 61 ans, les banques seront-elles toujours d'accord pour me prêter si je veux acheter ? Oui, tout Hélène. Ce qui tourne autour des prêts seniors. Est-ce qu'on n'est pas trop vieux à un moment donné, est-ce que les banques vont prêter? Eh bien oui, Hélène, vous allez pouvoir réaliser votre projet parce qu'effectivement, alors c'était déjà le cas avant, mais c'est de plus en plus vrai, les banques sont très attentives aux seniors parce qu'ils ont du pouvoir d'achat, parce qu'elles savent aussi que la vie fait qu'on peut acheter de plus en plus âgé et qu'il n'y a pas de raison qu'à votre âge 61 ans, vous ne puissiez pas réaliser votre projet. Donc oui, vous allez trouver des banques qui vont vous accompagner. Le point de vigilance, il y en aura 2, ça sera l'assurance emprunteur, on vient d'en parler, plus on vieillit, plus le niveau de risque est important et donc plus le coût de l'assurance peut être élevé et ça peut même vous empêcher de réaliser votre projet puisqu'il y a un garde-fou en matière de financement, ça s'appelle le taux d'usure. Ouais. C'est le taux maximum que doit représenter votre projet crédit, produits annexes et assurance. Donc ça peut vous contraindre, mais aujourd'hui il y a des solutions sur le marché si vous avez des difficultés d'assurance pour quand même vous permettre de réaliser votre projet. Donc premier élément de vigilance, l'assurance emprunteur. Et puis le deuxième, ce sera la durée, puisqu'évidemment les banques ne vont pas imaginer, en tout cas... Un prêt sur 30 ans, ça c'est sûr. À partir alors, de 60 ça existe. ans, on a aujourd'hui... Oui. On peut avoir un prêt sur 30 ans. Oui, on a aujourd'hui des solutions pour des prêts très longs, pour des personnes qui n'ont pas de difficultés particulières, mais qui veulent lisser dans le temps pour garder beaucoup de pouvoir d'achat. Mais pour autant, il va falloir quand même privilégier des remboursements sur 10, 15 ans pour pouvoir rassurer la banque sur le fait qu'effectivement, vous aurez terminé le plus rapidement possible de rembourser votre crédit. Si vous n'êtes pas encore passé à la retraite, Hélène, il vous faudra aussi venir avec vos simulations de retraite pour pouvoir estimer votre capacité de remboursement après retraite. Mais alors là, Cécile, vous tordez le cou à une idée reçue qui est de dire que beaucoup d'établissements bancaires en fait refusent de prêter après
enfin entre 80 et 85 ans que c'est terminé. On ne peut plus demander de prêt à la banque. Alors si vous voulez emprunter à 80 ou 85 ans, les solutions vont être extrêmement réduites parce que là, pour le coup, on va plutôt aller sur des solutions de crédit qu'on appelle hypothécaires, c'est-à-dire qu'on va prendre en garantie le bien immobilier pour s'assurer qu'en cas de décès, malheureusement, la banque recouvre sa créance. Mais aujourd'hui, il y a de moins en moins d'âge pour emprunter et c'est tant mieux parce qu'on rencontre de plus en plus de seniors qui nous disent en fait, j'ai envie de vendre ma grande maison dans le Périgord pour me rapprocher de mes petits-enfants à Toulouse. Et ça, c'est un cas véridique que j'ai rencontré la semaine dernière. Et la personne a 70 ans et elle mène son projet comme tout le monde. Très bien. Et il y a aussi l'assurance vie, en fait. Il y a la possibilité de basculer sur l'assurance vie. Tout à fait, Olivier. Prêt viager hypothécaire, c'est ça. Autrement, il y a ces options, là aussi, sur Figaro Immo, peut-être sur Empruntis. Il y a des articles aussi dans le domaine pour essayer d'aller plus loin. Estève de Montpellier nous dit « Il me reste 5 ans de remboursement à ma banque, environ 85 000 € pour un emprunt contracté en 2015 à 3,50% avec assurance. Cela vaut-il le coup de renégocier ou est-ce trop tard ?» Là, on en revient sur tout ce qui est renégociation de crédit immobilier. Alors, est-ce que le crédit était souscrit sur 15 ans ou 20 ans? Ça restera une question importante à regarder, puisqu'il faut savoir que pour qu'une renégociation soit intéressante, il faut qu'elle ait lieu plutôt dans le premier tiers de la durée de remboursement du crédit, parce que c'est là que vous allez rembourser le plus d'intérêts, donc c'est là que vous allez pouvoir faire réellement des économies. Il va vous falloir effectivement un minimum de capital restant dû. Là, dans le cas de notre internaute Olivier Estève, vous avez 85 000 €, donc on est très bien, on va trouver des banques qui vont accepter de financer ce rachat. Et puis ensuite, effectivement, il y a l'écart de taux. On dit en général qu'il faut avoir entre 0,7 et 1 point d'écart. Pas plus d'un point d'écart entre le moment où ça a été souscrit, le crédit immobilier, et aujourd'hui. Au minimum, donc là, on est à 1,46, on va dire en moyenne, donc voilà, donc 2,45 ou 2,46. On est juste parfaitement au moment où on peut regarder effectivement si ça vaut le coup. Il faudra regarder, une fois que vous aurez fait les simulations avec votre banque ou avec un courtier ou d'autres banques, sur le montant et les possibilités de rachat en termes de taux. Il faudra aussi regarder les frais inhérents à la renégociation, puisque vous allez avoir des indemnités de remboursement anticipées, des frais de garantie, et ça va venir minorer votre gain. Donc il faudra prendre en considération aussi les frais annexes qui pourraient ne pas valoriser votre négociation. Très bien, très clair, Cécile, comme toujours. Alors Bruno de Paris qui nous demande, avec le prélèvement à la source, les banques vont-elles moins prêter en 2019 ? Non, rassurez-vous, tout va bien. Parce qu'on aura moins d'argent, en fait. Sur la feuille de paye, techniquement, il y aura moins d'argent. Alors, vous avez raison, mais sur la fiche de paye, il y aura toujours le net avant impôt. Et c'est sur ce point-là que se basent les banques pour estimer votre capacité d'achat et d'emprunt. Ensuite, il y a un autre élément, c'est que toutes les banques prenaient déjà en considération les impôts que vous payez, parce que vous les payez en prélèvement mensuel ou au tiers. De toute façon, il fallait bien sortir cet argent-là. Et donc, les banques le prenaient en compte dans ce qu'on appelle le reste à vivre, c'est-à-dire ce qui doit vous rester à la fin du mois pour vivre convenablement. Ça, c'est les fameux 33% à peu près. Alors ça, c'est le taux d'endettement. Oui, le taux d'endettement est là. Le reste à vivre, c'est vraiment, vous allez avoir un montant qui est en général en moyenne de 500 € par adulte et 250 et 300 € pour un enfant. Et ça, c'est ce que la banque va regarder au-delà du taux d'endettement et au-delà de votre gestion pour voir si, une fois que vous avez payé votre crédit et ce qui est obligatoire à régler tous les mois, vous avez suffisamment pour vivre, donc vous n'êtes pas susceptible de créer un défaut de paiement. Et les impôts étaient déjà pris en compte dans tous ces calculs. Donc, ils vont devoir ajuster un peu la méthode. Mais par contre, ils n'ont aucun intérêt aujourd'hui à bloquer le système du financement. Et c'est tout dans leur intérêt, comme dans le vôtre, de modifier le système pour que vous puissiez emprunter de la même façon l'année prochaine. Donc, surtout, pas de panique. Pas d'inquiétude pour vous, alors, d'accord. Aucune. En tout cas, sur la résidence principale et la résidence secondaire, il n'y a pas de sujet. Il peut y en avoir un dans le cadre d'un dispositif de défiscalisation. Oui, elle peut se poser, là, aussi pour la défisque, évidemment. Mais c'est vrai que on anticipe, on sait qu'il y aura ce prélèvement à la source à partir de janvier prochain, mais maintenant, les gens vont découvrir leur feuille de paye là, en janvier, on dit ah, je gagnais 4 000, je suis à 3 500, oui, voilà, et donc je vais voir mon banquier, monsieur, vous pouvez emprunter beaucoup moins. Selon vous, Cécile, un engagement? Non, il n'y aura pas de changement. C'est impossible que ça se passe comme ça. Pour le coup, techniquement, donc il n'y aura pas de changement. Par contre, il y aura un impact, c'est sur notre psychologie à tous, puisque pour le coup, vous aurez effectivement un montant net moins important. Certains d'entre vous se poseront peut-être la question de savoir s'ils peuvent encore mener leur projet. Ne doutez pas, le prélèvement à la source ne changera pas votre capacité d'emprunt. Très bien. On passe à une question en direct de Jean-François. Est-ce qu'il est plus intéressant de conserver de l'épargne pour les travaux ou bien d'apporter la totalité des fonds pour l'apport personnel en empruntant plus que le prix du bien afin de prévoir les travaux?
Alors c'est une très bonne question de Jean-François. La question va être quand est-ce que vous souhaitez réaliser les travaux? Si vous comptez les réaliser dans la foulée de votre acquisition et donc de votre financement, oui, vous avez intérêt à plutôt financer les travaux. Il y aura quelques réserves parce que certaines banques vont regarder ce qu'on appelle le ratio hypothécaire, c'est-à-dire la valeur du bien par rapport au montant de financement pour voir si elles vous accompagnent. Mais globalement, ça sera certainement le plus rentable et le plus simple. Oui, conservez votre épargne. Par contre, si vous comptez faire les travaux d'ici 6 mois, 1 an ou 1 an et demi, il ne faut pas passer par cette méthode-là parce que vous allez payer des intérêts intercalaires sur le montant de financement qui ne sera pas débloqué et du coup ça risque de vous revenir cher. Là, il vaudra mieux choisir une enveloppe attitrée aux travaux, en crédit immobilier s'ils sont importants ou en crédit à la consommation. Très bien. Vos règles d'or, Cécile, sur l'économie sur un prêt immobilier, quelles sont vos règles d'or à vous? À quoi faut-il faire attention? Alors, naturellement, bien sûr qu'il faut faire attention au taux de crédit, c'est l'élément le plus visible et c'est un élément qui doit vous attirer l'attention quand vous allez mettre en comparaison des solutions de financement. J'irai un petit peu plus loin, moi j'ai regardé les intérêts sonnants et trébuchants parce que je trouve que c'est plus significatif et que parfois on se dit il y a beaucoup d'écart entre deux taux, il y a 10-15 centimes. En fait, ça peut faire pas grand-chose à l'arrivée en euros quand on est sur des durées courtes. Donc regardez les intérêts vraiment sonnants et trébuchants. Vous allez avoir des frais annexes, il faut vous y préparer et souvent c'est pas anticipé par les futurs acheteurs. Vous allez avoir des frais de garantie, des frais de banque, des frais de courtage si vous passez par un courtier et tout ça, il va falloir effectivement soit l'apporter en épargne, soit le faire financer. Ça augmentera un peu le coût de votre projet, mais ça peut être aussi une solution pour garder votre épargne. Jean-François nous parlait de l'épargne tout à l'heure. Oui, c'est important de garder de l'épargne parce que vous allez peut-être être en copropriété avec un problème de ravalement de façade ou d'ascenseur. Il vous faudra de l'épargne pour pas être en difficulté, donc conservez votre épargne. Et puis aujourd'hui, de toute façon, les taux sont tellement bas qu'il faut profiter de l'occasion pour financer le maximum de votre projet. Et puis bien sûr, le point de vigilance, c'est l'assurance emprunteur. Bien sûr, mais merci de l'avoir rappelé. Merci à vous tous, les internautes qui nous ont suivis. Je crois qu'on se reverra, Cécile. Avec en tout cas, plaisir. l'exercice a été réussi brillamment. Si vous voulez aller plus loin, on vous conseille Figaro Immo, bien sûr, pour avoir le maximum de conseils pratiques et suivre l'émission. Donc, chaque semaine, de 13h à 13h30, ici, en direct, et puis donc évidemment les replays. Pour la partie actualité, c'est Figaro Immobilier, mais là aussi des articles sur l'emprunt, les taux de crédit. Et puis la semaine prochaine, on est aussi très heureux, on aura Maud Welter qui viendra ici, qui est la directrice de Logis, pour parler location, location pour les étudiants, location meublée, location aussi vacances, on est proche des vacances. Cécile Roclor encore, merci beaucoup. Merci Olivier, merci à tous. Et à très bientôt pour une prochaine édition des Clés de l'Immo.